Bonjour à tous, merci de rejoindre le Journal de la Culture avec au sommaire notamment de la littérature, avec la sortie du nouveau roman d'un auteur célébré, Le Grand Cœur, paru chez Gallimard, qui nous conduit dans les méandres du pouvoir, de l'amour et de l'argent. Jean-Christophe Ruffin sera notre invité pour en parler. De la musique aussi au sommaire pour découvrir l'un des symboles flamboyants d'une musique populaire, le coupé-décalé. C'est en terroir de Côte d'Ivoire que nous irons à la rencontre de l'artiste Molaré. Nous accueillons tout d'abord un brillant écrivain et diplomate français, également historien et médecin, à l'occasion de la sortie de son dernier roman, Le Grand Cœur, paru chez Gallimard. Avec finesse et talent, l'auteur se glisse dans la peau de Jacques Coeur, racontant l'ascension irrésistible de ce fils du peuple qui deviendra le grand argentier de Charles VII et l'amoureux romanesque de la maîtresse du roi avant d'être définitivement banni du cercle des privilèges absolus. Nous accueillons Jean-Christophe Ruffin, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Journal de la Culture. On va commencer peut-être par un premier point commun avec ce héros que vous décrivez. Comme lui, vous êtes né et avez grandi à Bourges. Est-ce qu'il n'y a pas une part un peu inconsciente de votre enfance de fascination pour ce personnage qui a peut-être induit l'écriture de ce roman? Si, certainement. C'est-à-dire que quand je suis rentré du Sénégal, où j'avais passé ces 3 années de beau temps, j'ai eu envie de me replonger dans ma ville d'enfance, ma ville natale. Et c'est vrai que là, immédiatement, on ne peut pas échapper à Jacques Coeur, qui est une sorte de symbole, et surtout qui est un symbole de l'ailleurs, puisque c'est un homme qui a construit sa carrière sur le voyage et sur la découverte. Alors vous renouez finalement avec la trame du roman historique qui a fait votre gloire dès le premier roman. Je précise quand même pour les jeunes âmes débutantes que L'Abyssin, l'histoire d'une ambassade dépêchée par la cour du Négus d'Éthiopie auprès de Louis XIV, vous vaut le Goncourt, et qu'on est déjà dans cette filière, entre guillemets, de la narration historique. Oui, et surtout de la relation entre deux mondes, parce que l'Abyssin, c'était l'histoire, en effet, de ces relations très anciennes et très compliquées entre l'Éthiopie et la France du grand siècle, la France de Louis XIV, mais c'était aussi le grand siècle en Éthiopie, d'ailleurs. Et Jacques Coeur, c'est au fond la relation d'un homme qui a changé le regard sur l'Orient, qui a découvert, en quelque sorte, l'Orient d'une autre manière que les croisades et qui a complètement révolutionné la façon de concevoir nos relations avec le monde musulman en particulier. Alors, vous avez, c'est un euphémisme, une vie bien remplie, je disais tout à l'heure, donc ancien président d'Action contre la faim, vous avez été ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie. Je propose de revoir des images où vous évoquiez la difficulté de l'action dans des zones de tension politique. Jean-Christophe Ruffin. Nos volontaires sont des témoins et ils se promènent dans des zones qui sont des zones à haute tension politique et militaire avec des mouvements de guérilla. Donc on ne sait pas combien de temps on va nous tolérer. C'est ça le principal problème pour nous. C'est un homme pluriel. C'était en 2005. C'était pas si longtemps que ça, mais le temps passe. À l'échelle de l'éternité, c'est pas grand-chose, mais quand même. Est-ce que justement toutes ces vies nourrissent votre écriture, et y compris celle de l'action, au bénéfice de l'humanitaire? Moi, je ne conçois pas l'écriture sans la vie, si vous voulez. Je pense que, et inversement d'ailleurs, c'est-à-dire que j'aime l'action, j'aime être dans la vie, et j'en tire la matière de mes romans. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que j'écrive sur ce que j'ai vu directement. J'aime bien décaler un petit peu les choses. Et là, en parlant du XVe siècle et du Moyen-Âge, finalement, je ne suis pas très loin de parler aussi du monde contemporain, mais sous une forme un peu distanciée. Oui, parce que vous avez fait le choix d'y mêler plusieurs styles. Donc le roman d'aventure, la biographie, sous forme de témoignages introspectifs, puisque c'est le héros lui-même qui se confie, que vous romancez un peu dans la restitution des faits. Le modèle que je prétends pas égaler, c'est un peu les mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar, etc. C'est-à-dire ces confessions qui vous permettent d'entrer directement dans la vie d'un personnage sans avoir tout l'attirail du roman historique. Moi, j'aime pas tellement le roman historique classique parce qu'il y a des dates, il y a des costumes, il y a des tas de choses qui finalement vous empêchent de voir les choses comme elles sont, c'est-à-dire comme, au fond, la vie de personnages et des relations entre des humains. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et moi, j'essaie d'éliminer tout ce qui peut nous éloigner, au fond, des héros du livre. Alors, vous êtes un romancier, on va dire, tardif, mais à grand succès. Dès le début, est-ce que vous êtes vous-même surpris par cette rencontre avec le grand public qui salue chacune des sorties de votre écriture? On est toujours surpris parce que, surtout, ce livre, je l'ai écrit en pensant que voilà, c'était un héros peut-être mal connu, méconnu. Mais il y a quelque chose en lui de très particulier, de très universel, qui fait qu'effectivement, tout le monde peut le lire et se reconnaître en lui. Donc je crois que j'écris pour le grand public, mais je suis toujours étonné, effectivement, qu'on me lise, et qu'on me lise beaucoup, mais ça me fait évidemment très plaisir. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur ce héros du temps passé, celui du Moyen-Âge, donc qui est amant d'Agnès Sorel, la favorite du roi,
roi, qui est également le grand argentier du roi, et qui lui pique quand même sa favorite. Alors là, on est dans les coulisses du pouvoir, de l'argent, de l'amour. Est-ce que cette intrigue du Moyen-Âge trouve, à vos yeux, c'est une fausse question oratoire, une résonance contemporaine? Ah oui, parce que Jacques Coeur, c'est vraiment quelqu'un qui a changé complètement la France, je dirais, et notre mentalité d'aujourd'hui, d'une certaine manière, on lui doit beaucoup. Jusque-là, c'était la guerre de 100 ans. Hein. Lui, il naît pendant la guerre de 100 ans, cette espèce de face-à-face avec les Anglais, dans la douleur, hein, dans les massacres, etc. Et lui, il va nous faire regarder vers l'Italie, vers la Méditerranée, vers l'Orient. Ça va être le début d'une période d'échange et d'une période qui va nous permettre d'aller chercher ailleurs, finalement, notamment dans cette zone de Terre Sainte, à Damas, à Beyrouth, etc., les éléments qui vont nous permettre justement d'acquérir une civilisation beaucoup plus florissante. Donc finalement, Jacques Coeur, c'est le passage à la Renaissance. En fait. On va y revenir sur ce roman. J'ai une question quasi pas très diplomatique. On va parler musique maintenant. Est-ce que vous avez eu le temps, j'ose parler ainsi, de vous encanailler dans quelques boîtes de nuit en tant qu'ambassadeur, ou en tout cas d'accompagner les mouvements culturels, parce qu'on va parler de musique en Côte d'Ivoire? J'étais très proche pendant mon séjour de personnages comme Youssou N'Dour, par exemple, qui sont des amis personnels. Ministre, et qui est ministre. Et je suis très heureux d'ailleurs que les choses se soient passées comme ça au Sénégal. Je voudrais le dire au passage, parce que je trouve que ce pays a fait preuve vraiment d'une espèce de maturité démocratique absolument extraordinaire. J'étais très heureux. Et voilà, alors vous savez, les ambassadeurs, surtout dans un pays comme le Sénégal, où les aspects formels sont importants, il ne peut pas aller tellement en boîte de nuit. Un ambassadeur un peu, allez, entre guillemets, sorti des sentiers battus. Oui, mais ce n'est pas une raison. Vous êtes quand même obligé. Vous savez, il y a des tas de contraintes, de sécurité, etc. Je pense que le Sénégal, je le visiterai maintenant. Allez, ça c'est le Sénégal et le Mbalar. Pendant longtemps, je ne vous apprends pas grand-chose, la Côte d'Ivoire a constitué le carrefour incontournable de passage obligé des plus grands noms de la musique africaine. Depuis une dizaine d'années, les artistes ivoiriens exportent désormais leurs artistes à l'échelon international, emportés par la vague du style coupé-décalé. Je propose à présent une rencontre avec Molaré, l'une des stars du mouvement coupé-décalé. À Radio Nostalgie à Abidjan, on ne manque pas une occasion d'inviter Molaré. C'est une star en Côte d'Ivoire, l'un des fondateurs du coupé-décalé. Ce qu'ils aiment chez Molaré, son franc-parler notamment. L'artiste n'a pas peur de créer la polémique. Quand on ne tombe pas, il faut dire aux jeunes, protégez-vous, parce que nous, les acteurs qui sont sur scène, tout peut nous arriver. Il a déclaré que Doug Saga, qui était le créateur du coupé-décalé, est mort de sida. C'était pour lui l'occasion de sensibiliser les jeunes et leur dire, vous nous aimez, mais écoutez-moi, préservez-vous, histoire de sauver les vies de ses fans. Bon, c'est pas toujours très apprécié. Mais je trouve que c'est fabuleux de prendre cette responsabilité-là, de le dire et de l'assumer. Molaré vit entre la France et la Côte d'Ivoire. À chacune de ses visites, il se rend à Abobo, un quartier d'Abidjan. Sur place, c'est l'euphorie. En quelques années, les artistes de coupé-décalé sont devenus des modèles. Conscient qu'il doit son succès à la jeunesse ivoirienne, Molaré s'implique dans des projets éducatifs. Ses danseurs viennent tous de ce quartier populaire. On voit bien ce que vivent nos populations et il faut qu'on soit engagé parce qu'on gagne plus que la moyenne de la population. Et quand on a une aura que la population donne autant avec des cris, avec des joies, avec les tournées qu'on fait, il faut leur apporter le minimum. Donc comme les jeunes qui dansent avec moi, ils vont à l'école, ils suivent leurs études, puis voilà, on a des entretiens, c'est bon enfant, on discute. Je leur dis de continuer leurs études, de suivre leurs études, même si on a des concerts, on a des tournées, il faut qu'ils travaillent. Molaré fait l'unanimité, comme d'autres artistes du mouvement coupé-décalé. C'est non seulement un ambianceur, mais on le considère comme une nouvelle race de griots. Voilà pour l'ambiance festive de Côte d'Ivoire. Et ça se danse comme ça, le coupé-décalé. Hein. Je vous donne le signe, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Une fois qu'on l'a été, on l'est à perpétuité. C'est déjà la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et sur Twitter. Jean-Christophe Rufin, merci vraiment d'être passé dans l'émission pour nous présenter le Grand Cœur. Peut-être d'abord un mot pour nous dire, puisque vous êtes le plus jeune membre de l'Académie française depuis l'an de grâce 2008. Est-ce que c'est une institution, vu l'intérieur, qui bouge ?
Ah oui, elle bouge beaucoup. Elle bouge. D'ailleurs, on accueille des personnalités nouvelles comme Amin Malouf, Daniel Salnave et tant d'autres. Et non, elle est en train de se renouveler comme à chaque génération depuis 4 siècles quand même. Merci pour ces paroles précieuses et à très bientôt, j'espère, sur le plateau de France 24. Pour finir, ces images du groupe américain Electric Guest qui s'annonce comme le nouveau phénomène pop de l'année. Le premier album Mondo de ce groupe est très vivement salué par la critique. En voici un court extrait. Merci à tous d'avoir suivi ce journal de la culture et à très bientôt sur France 24.